Le Psychodon, agir pour la santé mentale présente. Sud Radio, la roue des émotions, 13h30, 14h, Didier Meyran. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour la roue des émotions. Et comme vous le savez désormais, nous avons tous 6 émotions qui animent notre santé mentale. La joie, la tristesse, la colère, la peur, la surprise et le dégoût. Je vous propose, comme chaque semaine, de décrypter les faits marquants de l'actualité par le prisme des émotions et de prendre la distance du discernement face aux flux incessants de l'information. Et pour nous aider, avec moi Robert Zuilly, bonjour. Bonjour Didier. Vous êtes psychologue, expert des émotions et fondateur de Work Well Together. Quelle émotion, Robert Zuilly? Oui. La victoire de la France en demi-finale. Waouh! Ben, vous me la livrez sur un plateau. C'est la joie quand même. Une joie partagée par tout un peuple. On voit que les gens ont été fêtés sur les places publiques pour partager ce moment. Mais ce qui est intéressant dans la joie, c'est que son expression n'est pas forcément la même quand on est joueur et quand on est spectateur. En fait, il y a une corrélation entre les efforts fournis pour réussir quelque chose qui déclenche la joie en général, parce qu'on a eu quelques oppositions, et puis la durée de cette joie dans le temps. C'est clair que nous, téléspectateurs, les efforts que nous fournissons, ils sont pas très très importants. On est assis sur notre canapé, on mange peut-être des pizzas et on boit un certain nombre de boissons. On oscille entre les pleurs, l'anxiété. Voilà, oui, donc il y a des ascenseurs joie émotionnels pendant toute la partie, mais les efforts qu'on réalise, ils sont relativement faible. Le joueur, lui, ses efforts sont importants. Et donc, si les Français qui jouent demain leur finale la remportent, croyez-moi que ça va rester marqué dans leur mémoire à vie. Nous, ça va rester marqué, mais pas avec la même intensité. Et donc, il y a vraiment cette corrélation entre les efforts qu'on fournit et les obstacles qu'on surmonte et la durabilité de cette joie, à la fois telle qu'on la ressent dans notre corps et telle qu'on la ressent en termes de mémoire. Il y a une corrélation très forte entre mémoire et émotion. Vous savez, c'est dans la même partie du cerveau, le cerveau limbique. Et donc, les événements qui nous marquent, ce sont ceux qui restent en mémoire, ce sont ceux qui sont émotionnellement très chargés. Et donc, les joueurs, ça leur restera à vie. Nous, ça n'aura pas la même intensité. Mais c'est la distance entre les diverses mémoires sur laquelle vous apportez votre attention, à cette mémoire ancrée dans le collectif, mais qui sera peut-être plus diluée pour nous autres téléspectateurs, alors que dans la mémoire du joueur, ça va rester. Mais ça va rester marqué, mais en même temps, collectivement, ça a aussi une force. Parce que ce qui est intéressant avec ce qui se passe avec la France, c'est que dans les années 80, la France perdait tout le temps. À un moment donné, on n'arrivait pas au bout. Là, depuis plusieurs Coupes du Monde, on les retrouve régulièrement et ils sont en capacité de vaincre. Et ça, collectivement, ça laisse aussi une trace mémorielle de dire, nous, peuple français, nous, sportifs, on peut être fiers de notre pays, de notre nation, parce qu'on est aussi capable de vaincre. Et donc, ça peut donner une autre force aux jeunes générations, plus que les précédentes, de se dire, on peut gagner. Nos rêves, ils ont cette capacité à se réaliser. Au-delà de nos couleurs bleu, blanc, rouge, oui. Avec ce goût de la conquête. Si vous me permettez, Robert Zuilly, comme psychologue, j'aimerais bien avoir votre réaction sur ce goût de la conquête. Être conquérant, aller chercher la coupe, aller chercher la joie, aller chercher la victoire, au-delà de soi. Et pour l'autre aussi, et pour les autres et pour une nation. Il y a quelque chose de conquérant. Et oui, mais justement, c'est le lien que je faisais tout à l'heure entre l'effort et le réconfort. C'est-à-dire que plus nos conquêtes sont ardues, meilleur et le plaisir, plus intense est le plaisir dans le fait de savourer le résultat de cette conquête. Et donc, c'est là où l'émotion devient le moteur de l'envie. Et on voit bien comment les joueurs ont envie d'aller sur le terrain, comment ils ont envie d'aller gagner. Et comment Didier Deschamps a eu cette intelligence, je trouve, en tant que coach, d'inviter ses joueurs à ne pas exulter de manière excessive dans l'expression de cette joie. Parce que ça crée une petite frustration qui fait qu'on a envie d'aller au bout pour ressentir une joie totale quand peut-être
demain, on gagnera la Coupe du Monde. Vous pointiez le coach, j'allais aller sur le sujet, sur la posture du coach et celle de Didier Deschamps. Le coach qui sait fédérer l'équipe, le coach qui sait aimer, cadrer, c'est tout un métier, hein, vous, pour le psy que vous êtes, le coaching d'une équipe, le coaching des hommes. Le coaching des hommes, c'est savoir... Et c'est ce qui fait probablement le talent d'un bon coach sportif, c'est de savoir s'adapter à chacun des joueurs tout en respectant une unité collective. Et de montrer que le joueur doit être au service du collectif, mais qu'en même temps on est capable de le bichonner, d'avoir une attention particulière. Et semblerait-il que Didier Deschamps sache particulièrement bien le faire, parce que même avec l'arrivée de jeunes joueurs qui n'étaient d'ailleurs pas destinés à jouer en Coupe du Monde puisqu'il y avait eu des blessés, il a réussi à créer cet effort, cette unité collective qui se voit sur le terrain. Et la générosité de certains joueurs qui se sont mis à jouer partout, même là où on ne les attendait pas. Ça aussi, c'est très très beau. Sûr. Et on souhaite que demain, ce soit une victoire pour cette équipe, une victoire pour la France. On a passé un petit peu de temps sur cette actualité. Parce que quand même, waouh, on le redit, c'est fou. Ben oui, c'est fou. Actu plus... peut-être un peu moins joyeuse, mais en tout cas plus... Dans les tuyaux de l'actualité politique, l'onde de choc du Qatargate qui déstabilise les institutions européennes. La présidente du Parlement européen a promis la mise en place de nouvelles règles éthiques après la découverte d'une affaire de corruption impliquant l'une de ses vice-présidentes. De nouvelles perquisitions ont d'ailleurs eu lieu à Bruxelles en début de semaine. Alors Robert Zuilly, avec quelle émotion pouvons-nous réagir collectivement selon vous ? Alors, une émotion qui peut venir très rapidement s'imposer à nous, c'est la colère. La colère parce qu'on se dit, mais au fond, on peut tout acheter, et peut-être même tout le monde. Et la question de l'éthique, bien sûr, elle est mise au devant de la scène, mais ça veut dire que l'argent devient un effaceur de la peur. C'est-à-dire que qu'est-ce qui nous retient de franchir certaines règles qui seraient des tabous? C'est bien souvent la peur aussi de se faire avoir, d'être rattrapé à un moment donné. D'être puni, de se faire prendre, d'être condamné. Bien sûr, la peur est une émotion qui sert à ne pas aller au-delà de certaines règles éthiques. Et là, on se rend compte qu'à un moment donné, l'argent efface cette frontière-là et qu'elle donne un sentiment de toute puissance à ceux qui ont cet argent et qui, tout d'un coup, ont effacé la peur de leur pensée, de leur conscience et donc de leur éthique. Et de la capacité à la limite. Exactement. À ne pas franchir l'interdit. Et ça renvoie à l'enfance. C'est pas au psychologue que vous êtes. Bien sûr, ça renvoie à l'enfance et au pouvoir et à la toute-puissance. Exactement. C'est ce qu'on reproche aux enfants d'être tout-puissants parce qu'ils pensent que tout est possible. Et c'est ce qu'on peut reprocher à certains adultes qui pensent qu'avec l'argent, tout est également possible. Comme si certains députés ou parlementaires pouvaient être tout-puissants. C'est ça. Est-ce que vous voulez bien tourner la roue? Agilité mentale. La peur. Alors nous y restons. Nous y restons puisque je parlais de peur. De peur de ne pas savoir où sont nos limites, à partir de quel prix on est capable de ne plus résister à la tentation. C'est confrontant. Est-ce qu'on a tous un prix qui fixe une limite dans notre capacité à accepter quelques règles et de se dire, tiens, on peut y déroger, c'est pas si grave. Donc ça peut faire peur, parce que est-ce que chacun d'entre nous, on peut être irréprochable? Nous sommes faillibles, par définition, et c'est là où il y a une lutte entre conscience et désir. Et la peur, Robert Zuilly, dans ce cas-là, c'est que, comme vous nous l'avez dit très justement au début de cette saison, que l'histoire ne se répète. Mais enfin, peut-on se dire, quand cela cessera-t-il que certains parlementaires, que certains hommes d'État ou publics confondent les caisses publiques avec leur portefeuille, avec des visées d'enrichissement personnel? On a presque envie de dire « Burk, encore !» Eh oui, mais il y a une sensation qui nous prend aux tripes et qui nous fait perdre la raison. C'est la jouissance. Quand on est confronté à ces situations-là, on a une forme de jouissance, un plaisir terrible contre lequel on a du mal à lutter.
et qui fait qu'on ne sait pas résister. Et c'est très humain, mais c'est un combat de toute une vie, et c'est ce qui est important dans nos modèles éducatifs, c'est d'expliquer à nos enfants, puisque c'est eux qui deviendront des adultes, qu'il y a des limites à tout, et qu'on peut avoir du plaisir sans être forcément dans la jouissance qui nous amène à la toute-puissance. Il y a des limites à tout, et il y a des limites à la mallette. La mallette de jeu n'est pas forcément une mallette honnête pour les adultes. Le père de la députée grecque dissimulait, selon certaines sources, 600 000 € dans une mallette quand la police l'a appréhendé à son hôtel du quartier européen. Affaire à suivre. On se retrouve dans quelques instants. Nous resterons toujours en lien avec l'Union européenne qui adopte une taxe carbone. Un député en France qui écope de 4 mois de prison avec sursis pour violence conjugale et de nouveaux traitements. Un espoir pour les dépressions résistantes. On se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio pour faire tourner la roue des émotions. Le Psychodon, Agir pour la santé mentale présente Sud Radio, la roue des émotions, 13h30, 14h, Didier Meyrand. Et nous tournons la roue des émotions sur les faits marquants de l'actualité de la semaine avec Robert Zuilly, qui est psychologue et expert des émotions, fondateur de Workwell Together. L'Union européenne adopte une taxe carbone aux frontières pour verdir ses importations industrielles. C'est un dispositif unique au monde qui soumettra les importations dans plusieurs secteurs, l'acier, l'aluminium, le ciment, l'engrais, l'électricité, aux standards de l'Union européenne sur le climat, entrée en vigueur 2026-2027. Robert Zuilly, avec quelle émotion collective est-ce qu'il vous semble cohérent de réagir ? Alors, imaginons que je ne sois pas un grand spécialiste de ces réglementations, ce qui est le cas entre nous, ça pourrait être la peur. La peur parce qu'on pourrait se dire, mais au fond, ok, on essaye de préserver là une juste concurrence et d'éviter les délocalisations des grandes entreprises françaises pour ces raisons. Mais au fond, est-ce que ça va vraiment être mis en place ? Parce que vous parlez de 2026, mais c'est pas tout de suite. Donc, moi, j'ai un peu peur, au fond, que ça puisse pas... Effet d'annonce, est-ce que mise en place et application suivront ? Oui, parce que c'est facile de le dire, franchement. Moi, j'ai peur que l'Union européenne ne soit pas en capacité de tenir ses engagements. Ça, c'est déjà arrivé dans le passé. Donc, non. Peut-on... Ça n'arrive pas, ça. Non. Non. Bon, allez, vous tournez la roue des émotions. Je tourne la roue. On change de prisme émotionnel face à cette taxe carbone aux frontières. Le dégoût. Alors, qu'est-ce qui pourrait être dégoûtant dans cette approche ? C'est de se dire, mais comment ça se fait que ça n'ait pas été fait avant ? Parce qu'au fond, c'est une profonde injustice, tout ça. Et moi, je trouve dégoûtant que, du coup, on perde autant de temps pour le mettre en place. On l'annonce 2022 et ce sera mis en place 2026. Vous trouvez ça normal, vous ? Moi, ça me dégoûte parce que ça veut dire que entre le moment où on décide quelque chose et le moment où il va se passer la réalité, il y a plein de gens qui auront changé de poste. Et est-ce qu'ils seront dans la continuité ? Moi, ça me dégoûte. Quand on prend une décision, on devrait la mettre en œuvre tout de suite. Et là, maintenant. Voilà. Bon. Et là-dedans, il y a aussi de prendre en compte peut-être le dégoût de la jeune génération qui s'inquiète et qui s'angoisse parce que cette planète lui semble parfois détruite, Bien avec sûr. ici ou là des glaciers qui disparaissent, des mers ou des océans qui sont de plus en plus pollués. Et cette jeune génération est en droit de nous dire, voilà, moi, je suis vénère, ça me dégoûte qu'on me transmette une planète qui sera plus bleue. J'ai 6 enfants. Quelle planète vont-ils avoir ? Et tout ça parce qu'ils héritent de notre laisser-aller. C'est dégoûtant. Adrien Quatennens, condamné à 4 mois de prison avec sursis pour violence conjugale. 4 mois de prison avec sursis. Il devra également verser 2 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral à la plaignante. Le député du Nord, député insoumis, estime désormais avoir pris sa juste part. Comment réagir sur le plan émotionnel, Robert Zuilly ? Si on regarde cet acte, pris isolément, quelle qu'en soit sa portée, parce qu'il y a différents types de violences, mais toute déviance, c'est un lapsus intéressant, mais toute violence constitue un acte de déviance, à mon sens, et c'est dégoûtant. Pareil, je vais revenir sur le dégoût.
parce qu'on pourrait se dire c'est condamnable. On ne peut pas user de la violence. On a des mots qui doivent venir nous permettre d'échapper à cette traduction. Mais quand on analyse la violence, ce qui est intéressant au plan émotionnel, c'est qu'elle est liée à deux situations et à deux origines différentes. On peut parler d'agressivité physique. La violence, c'est une agressivité physique, mais qui peut être mue par le fait que l'autre nous agace profondément. Et c'est une violence marquée qui est accompagnée de mots forts. Et donc cette violence physique, elle s'exprime souvent sous l'angle de la colère. Et puis, il y a une autre violence physique qu'on retrouve, mais qui est associée à une autre émotion qui est la peur, et qui est l'autodéfense. Vous savez, quand on se sent menacé par l'autre et qu'on éprouve le besoin de se défendre. Sauf que parfois, on ne sait pas si la menace est réelle, et on peut se défendre et agresser des gens alors qu'ils ne sont pas menaçants. Alors, vous tournez la roue des émotions pour nous aider à gagner en agilité mentale. La peur. La peur. Alors, la peur, Robert Juilly, vous allez réagir, mais les violences conjugales et le sursis, est-ce qu'il y a quelque chose qui est à mettre en parallèle? C'est pas suffisamment ferme, la violence conjugale, même si on n'est pas là pour faire la loi. Là, vous parlez de sanctions à travers le sursis. C'est ça que vous évoquez? Oui, j'essaye de vous faire le parallèle comme psychologue entre la violence conjugale, qui semble décrit comme un délit, et en même temps, c'est comme si c'était en sursis dans le droit. Oui, je pense que cette violence, elle est associée à un degré d'incertitude. En termes de peur, puisqu'on est sur la peur. Et que cette incertitude, elle fait qu'il y a une forme de tolérance, parce que peut-être que chacun de nous, on éprouve cette violence intérieure. Et que qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on va passer à l'acte? Qu'est-ce qui fait qu'on va être dans cette incapacité, à un moment, de préserver l'autre de cette violence qui nous anime et qui est une réponse quasi, parfois, incontrôlable? Et c'est ça qu'il est difficile d'appréhender, probablement, et c'est ça qu'il est difficile d'apprécier aussi, parce qu'il n'y a pas que la violence physique, il y a aussi la violence morale. Et comment on objective une violence? Est-ce qu'il existe une mesure, une échelle qui peut nous dire, ben oui, telle violence, elle va sur une échelle de 100, elle est à 15, et donc elle mérite X mois de condamnation? C'est ça qu'il est très difficile. C'est l'objectivation du ressenti par ceux qui subissent la violence. J'aimerais bien votre réaction comme psychologue sur l'exemplarité. L'exemplarité du politique, lorsqu'il confond la caisse des fonds publics avec son portefeuille, l'exemplarité du politique, toujours élu, lorsqu'il confond la main ferme aux manœuvres des collectivités publiques ou des services de l'État et la main ferme dans la sphère privée en matière de violence conjugale. Quid de l'exemplarité sur le plan émotionnel? Sur le plan émotionnel, l'exemplarité, elle se fonde sur une valeur. Et nos valeurs sont très personnelles et elles sont liées à nos modèles éducatifs. Et donc, quels sont aussi les modèles que nous avons eus, qui ont été exemplaires à nos yeux et dont nous pouvons nous inspirer? Et c'est peut-être ça qui nous manque parfois. Ce sont des modèles très inspirants, qui ont été exemplaires en termes d'incarnation de leurs valeurs. Qui nous ont inspirés au long terme, qui nous ont donné des visions de vue et des valeurs. Et au-delà de nous inspirer, une vue. Oui, qui ont été en capacité à les mettre en œuvre et par l'exemple pratiqué, à nous dire, bah oui, c'est bien ça, à quoi je veux ressembler demain. Donc peut-être qu'il nous faut valoriser ces modèles-là autour de nous. Dernier sujet de la semaine que nous observons ensemble, Robert Juilly. Dépression résistante. De nouveaux traitements suscitent l'espoir. La kétamine ou la stimulation magnétique transcrânienne permettrait de sortir certains malades de l'impasse thérapeutique. C'est une révolution qui, semble-t-il, serait annoncée pour le moment auprès de quelques milliers de patients. Des anesthésiants utilisés depuis des années en chirurgie vétérinaire. L'effet semble immédiat sur certaines idées noires où des patients retrouvent le goût de revivre. Qu'est-ce que ça vous inspire sur le plan émotionnel? Alors on n'en parle pas souvent de cette dimension, mais c'est la surprise.
La surprise, parce qu'on découvre ici qu'il y a un médicament aux effets cognitifs. C'est-à-dire que ce médicament a une capacité à inhiber vos idées noires. C'est intéressant. C'est comme si, tout d'un coup, avec ce médicament, vous étiez en capacité de voir le verre à moitié plein. Et or, comme la dépression se nourrit de nos idées noires, et ces idées noires qui ont cette capacité à altérer notre estime de soi. Ben, quand vous êtes en capacité, grâce à un médicament, de ne plus avoir ces idées noires qui font que vous doutez, que vous vous remettez en cause, que vous vous trouvez nul, que vous avez honte et que vous vous sentez coupable, ben, quand on coupe ces effets-là, mais qu'est-ce que ça fait? Ça restaure l'estime de soi parce que du coup, on se sent en capacité de voir les choses sous un angle agréable. Et plutôt que de voir chez l'autre son désintérêt, bon, on va voir peut-être son respect. Quand au lieu de voir la critique de l'autre, on va voir un esprit qui est acerbe et capable d'idées différentes de la nôtre. Et vous voyez ça? Ben, ça change notre regard sur le monde. Donc pour moi, il y a beaucoup de surprises et un peu d'espoir aussi, évidemment, parce que faut penser à la douleur que c'est pour les gens dépressifs longue durée, et ça peut être vraiment une bouffée d'oxygène. Une bouffée d'oxygène que nous espérons aussi pour demain. Est-ce que vous avez un pronostic? Non, pas de pronostic, j'ai une envie. On va gagner. J'ai une envie, parce que, vous savez, avoir un pronostic et penser qu'il va se réaliser, ça s'appelle la pensée magique. C'est magnifique, mais quand elle est déçue, ça fait beaucoup de peine. Allez les Bleus. Et si vous avez un peu de temps après ce match, vous pouvez commander ou vous rendre à la librairie pour une base, une lecture de fondement, La thérapie du bonheur d'Étienne Jalanque aux éditions Marabout. Il faut tous avoir lu La thérapie du bonheur. Et si vous étiez heureux, La thérapie du bonheur d'Étienne Jalanque. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un numéro spécial Noël. Et vous serez avec nous, Robert Zully. Avec plaisir. À bientôt. Bon week-end à toutes et à tous et merci. Sud Radio, la roue des émotions. Didier Meilran. Avec le Psychodon, agir pour la santé mentale.